Bonjour tout le monde et bienvenue pour une nouvelle shortlist. Ça faisait assez longtemps que je n'avais pas fait ce type de vidéo et aujourd'hui on est surtout là pour parler de littérature jeunesse et des futurs projets pour ma chaîne. Nous commençons cette vidéo par une petite analyse critique de la saga Grisha. Vous allez surtout entendre mon avis sur la série qui est disponible sur Netflix et pas du livre. Alors n'hésitez pas à me dire si le roman corrige tout ou en partie les défauts que je pourrais soulever au cours de cette vidéo. Je pense que les plus perspicaces d'entre vous ont déjà remarqué que la plateforme Netflix s'adresse surtout aux adolescents et aussi un peu aux adolescents. Toutes les productions que l'on peut voir sur la page d'accueil, la majorité sont orientées pour ce public cible. Et la saga Grisha, Shadow and Bones répond parfaitement à cette demande. Netflix mise beaucoup sur cette série, franchement il n'y a qu'à voir tout l'investissement qui a été fait sur les décors ou encore les costumes, même les effets spéciaux. Et puis surtout, cette série, elle dégage une sorte d'ambiance très tsar russe, avec les costumes, les uniformes qui sont très colorés, très chargés. C'est quelque chose qu'on n'a pas l'habitude de voir en live action. Et le point le plus appréciable de cette série à mon sens, c'est qu'elle ne nous prend pas du tout par la main. On doit découvrir par nous-mêmes pourquoi les Grisha ont des pouvoirs, pourquoi est-ce qu'ils sont discriminés, pourquoi est-ce qu'ils sont en guerre, pourquoi les Shu, les Asiatiques, sont encore plus discriminés que les Grisha. Non, vraiment, c'est une preuve en fait, selon moi, que la série est assez bien écrite. Le problème, entre guillemets, qui n'en est pas vraiment un, c'est que cette série avait vraiment tout pour dépasser le simple stade de la série pour ados. C'est pas du tout péjoratif quand je dis ça, il en faut pour tous les publics. C'est juste que je suis pas le public, c'est pas ma came. Alors imaginez ma déception quand tout ce début d'univers s'installe avec les intrigues qui commencent à se poser, les enjeux qui commencent à arriver. Je me dis, c'est méga intéressant. Et il arrive quelque chose au milieu de la série qui me décroche complètement de toute l'intrigue, de tous les enjeux. Et à la fin, on arrive, on se dit, ok, ouais, tout ça pour ça, en fait, tout ça pour quelque chose qu'on a un petit peu déjà vu. Et là, on va vraiment aborder l'aspect narratif de cette série, ce qui est le but de cette chaîne, c'est que, selon moi, l'intrigue principale de la série, de la saga Grisha, est nettement moins intéressante que toutes les intrigues qui sont secondaires, parallèles. C'est-à-dire que tout ce qui va arriver à Alina et à son petit ami Meilin, c'est vachement moins intéressant. Alors qu'à côté de ça, on a une intrigue avec des personnages comme Inej et les deux autres, dont j'ai oublié le nom. Cette intrigue-là est beaucoup plus intéressante. Elle est mieux construite, elle est mieux faite, il y a plus de suspense, plus d'action, plus de rebondissements, plus d'interaction entre les personnages. Alors qu'au final, Alina et Meilin, ils sont un petit peu isolés, ils sont un petit peu solitaires, il leur arrive quasiment rien. Je dirais même que leur intrigue à eux deux, l'intrigue principale, ralentit toute l'intrigue globale en général. Et puis c'est surtout que cette intrigue principale, elle fait appel à des ressorts, mais qui ne fonctionnent plus du tout, ou alors qui ne sont plus d'actualité. C'est vrai que la saga Grisha, je parle de la saga littéraire, est assez ancienne. Du coup, ces ressorts qui sont clichés, déjà vus, et qui ne fonctionnent absolument plus sur moi, c'est des ressorts comme la prophétie, une prophétie, elle est l'élu d'une prophétie, de quelque chose, de machin. Je trouve ça trop facile. C'est trop facile maintenant d'écrire une histoire de fantasy. Tu mets une élue, une prophétie, et ça y est, t'as déjà 50% de ton script qui est écrit, en fait. Les personnages de Kaz, Inej, pas Inej, et donc le troisième type, sont vraiment plus captivants. En tout cas, c'est ce qui m'a fait rester tout au long de la série. Parce qu'il faut bien le dire, lorsque Alina rejoint l'armée du général Kirigan, à ce moment-là, surtout lorsqu'elle rejoint le château en fait, lorsque l'intrigue, qui était au départ une intrigue ouverte, qui nous présentait le monde, les enjeux, les conflits, tout ça, les territoires, donc qui se baladait un petit peu partout sur la carte, tout d'un coup l'intrigue vient s'enfermer en huis clos dans un château. Du coup, ça nous donne vraiment l'impression qu'on est enfermé dans une sorte de petite bulle et qu'il faut moi, tout ce que j'attendais, c'est que quelque chose se produise pour venir percer cette bulle et que l'histoire puisse enfin se poursuivre, puisse enfin se continuer. Je trouve que c'est un non-sens d'avoir au tout départ permis de découvrir tout cet univers par le voyage, avec le Darkling, etc., avec les bateaux, et tout d'un coup de nous enfermer. C'est très frustrant. Ben Barnes, qui incarne le général Kirigan, lui maintenant je me méfie tout le temps. Dès que je le vois dans une production, je me méfie vraiment parce que très souvent les directeurs de casting aiment bien le prendre parce que c'est le minet, c'est le brin ténébreux, voilà, qui est juste là pour plaire aux adolescentes. Et puis on va en profiter pour aborder également ce triangle amoureux qui n'en est pas vraiment un. En fait, c'est une manipulation assez grossière qui se voit à 10 km et on sait parfaitement comment ça va se finir. Dès que ça se produit, en fait, dès qu'on devine qu'il y a des sentiments qui
qui sont en train de se passer entre le général Kirigan et Alina, tout ça sonne très faux, et surtout, ça dévalorise Alina. Que jusque-là, en tout cas au début, je prenais pour une femme forte, l'archétype de la femme forte, mais elle est juste naïve en fait. Elle est juste très naïve, elle tombe dans le panneau hyper facilement, tout ça parce que on lui a caché des lettres. Et puis surtout, c'est dommage quoi. Je veux dire, on n'arrête pas de nous dire que c'est une femme forte, mais elle n'agit jamais en tant que femme forte. Et surtout, tout le passage où elle est dans le château et elle apprend à maîtriser ses pouvoirs, en fait, c'est une intrigue passive. Alina ne va jamais être active, elle ne va jamais prendre de décision par elle-même, elle ne va jamais s'imposer face à une situation donnée, etc. Elle va toujours être dans l'attente de quelque chose, dans l'attente du général Kirigan, principalement. Et puis en plus, voilà, le fait qu'elle tombe dans le panneau aussi facilement, ouais, je suis désolé, ça la rend juste naïve, ça la rend pas plus intéressante. Quand on a un lore pareil à explorer, un background pareil à développer, je ne comprends pas qu'on puisse s'enfermer dans un château qui n'a pas grand chose d'extraordinaire, faut le dire, c'est un château. Je comprends pas, cette décision est un non-sens total à mes yeux. Oh, et puis, il y a eux deux aussi. Non mais vraiment, tout ce passage, tout cet arc narratif, en plus d'être inutile, et cliché et misogyne quelque part, puisque leur relation amoureuse ne repose que sur « Oh là là, t'es quand même bien gaulé. Oh bah oui, toi aussi. » Voilà, c'est quand même assez dommage. Bon, j'ai quand même envie de dire que cette série a de gros potentiels. J'attends surtout la saison 2 en espérant qu'elle relève un petit peu le niveau. Il faut quand même dire aussi que les acteurs jouent très bien. Et puis au moins cette série, je pense qu'elle a eu le mérite d'envoyer tout le monde acheter la saga littéraire pour en découvrir plus sur le lore, le background, sur l'histoire en général. Et ça, c'est un bon point. Enfin, on va rester un petit peu dans ce même registre de la romance fantasy, mais avec une saga qui n'a pas été adaptée ni en série ni en film. Une saga qui s'intitule Le Poison écarlate. Alors je ne sais pas si c'est le nom de la saga en entier ou juste le nom du tome 1, parce que j'ai pas l'intention de lire les autres tomes, et je vais vous expliquer pourquoi ce n'est pas un problème en fait. Et je vais poser un petit panneau d'avertissement ici. N'allez pas croire que toutes les séries, que ce soit des séries, des films ou des romans orientées ados, et plus particulièrement adolescentes, sont toutes inintéressantes à mes yeux. Avant la lecture du livre qui va suivre, c'est effectivement ce que je pensais. Je pensais que toutes les intrigues de ces histoires-là étaient identiques. T'en avais lu un, tu les as toutes lues, voilà, c'est des intrigues qui reposent essentiellement sur des triangles amoureux nuls. Clémence Barros fixait la mer, comme un chien fixe un jambon. Heureusement, je ne pouvais pas plus me tromper à propos de ce livre-là. Et pourtant, il y avait tous les warnings qui étaient allumés dès que j'avais la couverture entre les mains. Alors déjà, ne vous arrêtez jamais à ça. Tournez le livre et lisez la 4e de couverture. C'est cette 4e de couverture qui m'a poussé, incité à ouvrir le livre pour une première lecture. Dans cette histoire, nous allons suivre les aventures et les péripéties de Elena. Alina? Putain, ça ressemble vraiment à Alina. Elena. Mais même dans les prénoms, quoi, ils font aucun effort. Elena est donc une condamnée à mort pour avoir tué son précédent persécuteur. Mais au lieu de subir cette terrible sentence, on va plutôt lui proposer d'entrer au service du commandant Ambroise en tant que goûteuse professionnelle, puisque le commandant est régulièrement victime d'attentats au poison. Enfin proposé. On lui laisse absolument pas le choix, en fait, elle est elle-même empoisonnée, et si elle veut survivre, elle doit aller voir tous les jours son contrôleur judiciaire, Valek, pour recevoir un antidote qui va lui permettre de survivre un jour de plus. Et avant d'aller un peu plus loin dans l'analyse narrative de cette petite histoire, faut quand même dire que le concept de départ est absolument génial. Goûteuse professionnelle, c'est pas quelque chose d'habituel dans un roman. Là, en plus, tout le début du livre va vraiment être consacré à la découverte de ce métier, entre guillemets. C'est-à-dire comment repérer un poison, que ce soit dans un liquide, dans un plat, cuisiné, réchauffé ou alors dans un gâteau. Et à moins que vous soyez expert en poison, tout ça va vraiment vous intéresser en tant que lecteur. Puisque en plus de ça, comme vous n'y connaissez rien, vous allez tout le temps avoir peur pour l'héroïne. Et au-delà de ce concept de départ qui est super, il y a aussi tout le background qui vaut le coup d'œil. Je sais pas trop comment vous l'expliquer, mais c'est même pas un royaume qui est tenu par un roi. En fait, le roi a été destitué, il y a eu un coup d'état, et c'est son général, donc le général, le commandant Ambroise, qui a pris la tête du pays. Du coup, il va y avoir un code civil, il va y avoir toutes sortes de règles et de fonctionnements qu'on va retrouver un petit peu dans un monde moderne, mais dans une époque médiévale. Du coup, il y a une sorte de contraste entre la façon de gérer et l'époque qui est très intéressante. Et d'ailleurs, pour tout vous dire, pendant longtemps dans ce roman, je me suis demandé vraiment à quelle époque se situait l'histoire, puisque l'accent est tellement mis
en valeur sur les questions d'économie, sur les questions de relations entre les différents pays, etc., que je me suis presque demandé si on n'était pas dans un monde post-apocalyptique, mais vraiment très très éloigné de notre époque à nous, et que l'univers se serait un petit peu réarrangé en une sorte de communauté de médiévale, mais post-apo. Tout ça fait qu'à la lecture du roman, vous n'avez vraiment pas l'impression d'être devant quelque chose que vous avez déjà lu. Et ça, c'est vraiment important. Et ici, toute l'intrigue se situe uniquement en huis clos dans un château. Dans le château où vit le commandant Ambroise et le contrôleur judiciaire Valek. Et contrairement à la saga Grisha, c'est absolument pas gênant, puisqu'ici c'est dès le départ. On ne va pas nous présenter, si vous voulez, le monde extérieur, on va pas nous présenter les enjeux, les guerres, etc. qu'il peut y avoir, comment vivent les gens à l'extérieur du château. On ne le présente pas. Dès le départ, on voit l'héroïne qui est enfermée dans le château et on ne va connaître que le château et rien d'autre, ou presque. Mais je vais pas vous en dire plus. Et ça c'est bien. C'est une très bonne manière de structurer son récit, d'imposer un cadre à son histoire, pour ne pas perdre le lecteur. D'un point de vue purement narratif, l'histoire est très bien écrite. D'ailleurs, si vous voulez, je vous donne un petit tips pour quand vous lisez un livre ou n'importe, pour vous dire d'instinct que l'histoire est bien écrite. C'est pas seulement que ça vous plaît ou pas, vous allez repérer le plan du héros ou de l'héroïne. Ici, le plan de l'héroïne, c'est de trouver un remède pour pouvoir s'évader. Et en fait, ce plan, un bon plan dans un bon livre, dans un bon roman, dans un bon film, n'importe, c'est un plan qui va sans cesse échouer. Du coup, ça force le héros ou l'héroïne à s'adapter très vite à la situation et au retournement de situation. Et en plus de ça, vous allez créer une intrigue qui ne va absolument pas du tout vous ennuyer, puisqu'il y a toujours quelque chose qui va se passer. Mais bon, on est dans un livre harlequin, alors ce qui devait arriver arriva, il y a une romance. Mais, contrairement à la saga Grisha, ici elle est vraiment bien amenée. Cette romance, on ne la voit pas vraiment comme une romance, on la voit comme un passage obligé. Elena est obligée de faire croire que cette romance est possible, entre guillemets, pour pouvoir accomplir certaines choses, pour pouvoir s'évader par exemple. C'est vraiment malin puisque en plus de ça, cette romance n'est jamais poussée dans l'extrême, elle aboutit, si on peut dire ça comme ça, et encore pas vraiment sur un happy ending, ça se termine pas par un mariage, et heureusement d'ailleurs. Elena, contrairement à la saga Grisha, est réellement le point fort de cette histoire, puisqu'elle va sans cesse se développer au cours du récit, elle va apprendre beaucoup de choses, elle va se développer, elle va acquérir de l'assurance, elle va même découvrir qu'elle a des pouvoirs. Elena, ici, c'est l'archétype de la femme forte, qui ne tombe pas pour autant dans le cliché de la femme qui est forte parce qu'elle est hystérique ou qu'elle gueule plus fort que les autres. J'aurais simplement une petite réserve en ce qui concerne l'intrigue principale et le message du livre. L'intrigue principale, déjà, c'est une petite intrigue à base de l'héroïne ne sait pas qui elle est, alors elle va essayer de le découvrir au fil des pages. C'est malheureusement une intrigue assez commune, surtout dans les romans de fantasy jeunesse. Quant au message du livre, ce message il est qu'il ne faut pas tuer, c'est pas bien de tuer. Déjà c'est ce qu'on reproche à Elena, elle est en prison justement parce qu'elle a tué quelqu'un. Du coup elle doit apprendre cette leçon. Qu'il ne faut pas tuer parce que ça dégrade son âme, ça dégrade sa personne, en plus de tuer. C'est une leçon qu'elle doit apprendre absolument, c'est une leçon importante pour elle, qui ne fonctionne pas. Qui ne fonctionne pas parce que les deux méchants de cette histoire sont en totale contradiction avec ce message du livre. Les méchants dans cette histoire, ce sont, j'ai oublié leur nom, ce sont des purs méchants. Ils font du trafic d'enfants et ça donne à la torture. Ces deux méchants-là, je veux dire, ils rigolent sous la pleine lune. Il n'y a pas plus méchant que de rigoler sous la pleine lune. Du coup, tuer c'est mal. Sauf ces deux-là. Ces deux-là, ça va. C'est dommage de flinguer à ce point son message. Mais bon, est-ce que je vous le déconseille pour autant de lire Le Poison écarlate? Non. Allez le lire. Lisez le premier tome. Lisez surtout le premier tome, j'ai envie de dire. Parce que, si vous voulez, le tome 1, il se lit tout seul. Il a toute son intrigue qui
qui est exclusif au tome 1, c'est-à-dire que toutes les péripéties qui sont soulevées dans ce livre sont réglées à la fin du livre. Du coup, c'est un livre qui se suffit à lui-même. Ce que j'ai lu là me suffit déjà amplement. Et puis surtout, j'ai peur que dans les prochains, on tombe encore sur ce cliché de la prophétie, l'élu, parce qu'elle a des pouvoirs un peu pétés, etc. Si c'est pas le cas, n'hésitez pas à me dire en commentaire que je me trompe et que je passe à côté d'une saga, d'une trilogie absolument incroyable. Essayez de me persuader, parce que là, pour l'instant, je suis arrivé à la fin du livre, j'ai été très content de ma lecture, mais rien ne me pousse à continuer. Et c'est pas grave. On arrive à la conclusion de cette vidéo, mais avant ça, on va simplement parler des futurs projets de cette chaîne. Alors déjà, je dois vous dire que je vais bientôt reprendre un travail d'ici vers le mois de septembre-octobre qui va forcément impacter le rythme des vidéos. La qualité, j'espère pas, mais forcément le rythme. J'espère trouver un moyen d'arriver à concilier les deux. Je n'ai vraiment pas envie d'abandonner la chaîne YouTube. Ça, c'est dit. En ce qui concerne les concepts de cette chaîne, les DJ Tips, je vais les diminuer. Je vais réduire les vidéos que j'avais prévu de sortir pour ce format-là. Puisque, pour ne rien vous cacher, en fait, même si tout ce que je peux dire dans les DJ Tips s'adresse aux auteurs, ça s'adresse bien plus à ceux qui veulent juste en savoir plus sur comment sont faites les histoires. Puisque c'est une observation que je peux faire de tous ces derniers mois. Les auteurs ne sont absolument pas demandeurs de conseils, puisque personne n'aime entendre des conseils qu'on n'a pas demandé. C'est assez naturel, c'est très compréhensif. C'est juste que les auteurs, c'est pas à eux qu'on doit dire que tu dois changer tel personnage, tu dois écrire de telle ou telle façon, etc. Non, un auteur, il écrit comme ça l'enchante. Un auteur, il écrit comme il a envie d'écrire. Tout ce travail de réécriture, c'est un travail d'éditeur. C'est un travail de script doctor, de script. Même si je pense que c'est un plus de le savoir. Donc voilà, on va diminuer un petit peu les digitips. Je vais continuer les narralyses. Le concept de la narralyse, c'est simplement d'extraire toute la partie narration, donc le squelette narratif, d'une histoire. Généralement d'une bonne histoire, puisque ça demande un travail d'investigation assez profond. Pour tout vous dire, la dernière narralyse sur le Princesse Mononoke, ça a dû me prendre 3 semaines, dont 2 semaines de pure recherche. Donc c'est assez conséquent. Mais j'adore faire ces narralyses puisque ça me donne le sentiment de rendre un petit peu hommage à ces œuvres que j'ai adorées. Donc les narralyses vont continuer. Et je pense également à faire le pendant obscur des narralyses. C'est-à-dire peut-être les pourquoi c'est nul en fait. Pourquoi telle histoire n'a pas fonctionné et qu'est-ce qu'on pourrait changer en tant que script doctor, quels éléments on pourrait modifier pour rendre l'histoire un petit peu meilleure. Le concept n'est pas du tout de moi, j'ai rien inventé, j'avais vu ça, je vais vous remettre la chaîne en description sur ce qui m'a inspiré ce pendant obscur des narralyses. En tout cas, c'est quelque chose qui m'intéresse puisque là on va enfin plus rentrer dans le métier de script doctor. On va essayer de savoir quel point précis, quel levier précis on va pouvoir enclencher pour faire en sorte que telle chose fonctionne alors qu'elle ne fonctionnait pas avant et de comprendre aussi pourquoi ça ne fonctionnait pas. Donc là, je vais vous demander un petit travail pour la chaîne afin de m'aider à produire du contenu. Dites-moi en commentaire quel film dans un premier temps, un film qui rate certaines choses ou qui a raté son propos ou dans ses personnages, etc. Trouvez-moi un film qui se situe entre deux, ni bon ni mauvais, et mettez-le moi en commentaire. Dites-moi quel film vous voulez que j'analyse dans ce nouveau concept, qu'on réécrive ensemble. Enfin, ceux qui me suivent sur Instagram l'ont sûrement remarqué, j'adore Photoshop. J'adore de plus en plus faire des concept art, ou en tout cas ce qu'on appelle du collage de photos réaliste pour créer une nouvelle scène, créer un nouveau paysage, une nouvelle ambiance, etc. Je cherche un moyen d'intégrer ça à la chaîne puisque cette activité de Photoshop me prend énormément de temps, ça me passionne aussi beaucoup parce que vous vous rendez pas compte, mais se mettre quelques heures sur Photoshop juste à faire un concept art, c'est de la méditation pour moi. Donc c'est quelque chose que j'adore faire. Et je me dis, mais voilà, pourquoi pas en faire des vidéos pour pouvoir ensuite vous les proposer sur la chaîne. Peut-être raconter quelque chose en rapport avec l'image que je crée, le concept art. Peut-être une histoire sur le concept art qui est en train d'être créé à l'écran. Je réfléchis encore, mais voilà, c'est pas impossible que dans les mois qui viennent, j'allais dire les jours, mais dans les mois qui viennent, il y ait des vidéos de ce type-là, donc des speed art, du digital painting, etc., qui apparaissent sur la chaîne.
Chers compagnons conteleurs et conteleuses, ce sera tout pour cette vidéo. Merci de m'avoir regardé jusqu'au bout. N'hésitez pas à vous abonner, à laisser un petit pouce bleu et à partager cette vidéo, ça va beaucoup aider la chaîne. Et puis profitez-en aussi pour aller me voir régulièrement sur Instagram, puisque c'est là-dessus que je vais poster toutes les créations que je peux faire grâce à Photoshop. Continuez d'imaginer, de créer et de partager, et à bientôt pour une prochaine vidéo.